sont encore un peu maladroits avec la perspective. Au 16e, c'est surtout du dessin. Au 15e, au 16e, ils maîtrisent le dessin parfaitement et aussi la couleur, ce qui n'est pas plus mal. Ils savent super bien représenter les matériaux et tout ça. On peut compter les cheveux, on sait reproduire la trame du tapis qui est dessinée ou de la robe. On peut refaire tellement c'est détaillé. Et puis après ça, au 17e, ils savent non seulement, donc ça ils savaient déjà bien tout bien représenter avec la profondeur, les couleurs, les dessins, mais maintenant ils s'embêtent un peu, donc ils changent l'angle de vue, de plus bas en haut, du haut en bas, ils complexifient, ils changent les cadres, la profondeur, bref, c'est l'époque baroque. Et puis au 18e, là, ils se mettent à développer plutôt tous les thèmes liés au sens, hein, un art plus délicat, où on entend presque trisser le tissu, voilà, donc 18e. Et au 19e, voilà qu'arrivent bon, il y a des gens qui veulent revenir à des choses plus réalistes, et donc on va casser un petit peu la hiérarchie. Faire des grands sujets mythologiques, au fond, on trouve plus ça très intéressant. Vous vous rappelez les réalistes comme Courbet qui veulent présenter « Bonjour, monsieur Courbet ». C'est lui-même qui se promène dans une petite campagne, aussi pour les 20 pieds. Et bien voilà, ça devient un sujet. Et puis après, les impressionnistes arrivent et ils ne veulent plus peindre dans leur atelier. Et en plus, avec l'invention de la peinture en tube, ils peuvent sortir facilement dehors et vont donc s'intéresser au réel, mais le réel pas dans ce qu'il a de fixe comme ça, mais dans le réel dans le temps, avec de la lumière qui bouge, qui change, l'ombre de l'arbre qui vous divise, qui vous couvre de petites tachettes, des choses comme ça. Voilà, donc ils s'intéressent à la lumière, les impressionnistes. Et puis on a les pointillistes sur Rassignac, qui eux décident que c'est trop mouvant cette réalité-là, que le réel n'est quand même pas si tout le temps divisé que ça, et qu'il faut essayer de revenir à une réalité plus permanente. Et en plus, ils ont l'impression qu'il y a dans la science, la physique et tout ça, peut-être bien l'occasion de trouver une loi qui réglerait l'art, la beauté, et notamment les couleurs. Vous vous rappelez, à ce physicien qui a énoncé la théorie des couleurs, vous savez, le mélange optique, votre œil qui va mélanger lui-même les couleurs, si vous mettez un jaune à côté d'un orange, eh bien, votre jaune sera légèrement teinté d'orange, par exemple. Ou bien je ne sais pas moi, un bleu plus un rouge, votre œil va faire voir quoi? Un violet, voilà. Donc il cherche une sorte de théorie physique qui cautionnerait des règles pour l'art. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a après les impressionnistes et les pointillistes? Qu'est-ce qu'il y avait encore? Déjà à ce moment-là, les impressionnistes, qu'est-ce qu'ils avaient comme sujet principal? Les impressionnistes. Oui, mais encore. Puisqu'ils allaient dehors, la lumière. Oui, donc ils allaient dehors, donc c'était quoi leur sujet? La nature, voilà. Donc la nature, c'est le paysage, c'est déjà le portrait, c'est pas très haut dans la hiérarchie. Puis on est allé chez les nabis, par exemple, vous vous rappelez qu'ils étaient carrément dans les rêves, l'onirisme, le symbolisme. Ils ne voulaient plus de cette ceux-là, cette branche-là, elle n'aime pas le côté trop réel. Qu'est-ce qu'ils disaient qu'ils étaient trop bas de plafond? Ils étaient bas de plafond, les impressionnistes, c'est Gauguin. Ils trouvaient que les impressionnistes étaient bas de plafond, quoi. Vous voyez que pour la représenter la nature, c'est franchement pas très spirituel, quoi. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a eu après ça? Oui, l'expressionnisme, bah oui, il y a des gens qui voulaient exprimer, non pas représenter ce qu'ils voyaient, mais dans ce qu'ils représentent, quand ils représentaient ce qu'ils voyaient, ils présentaient aussi ce qu'ils sentaient quand ils le voyaient. Donc si vous étiez un mauvais jour, même si c'était un dimanche resplendissant d'été, votre semblé avec Van Gogh, il a l'air d'être horriblement triste, puisqu'à lui, à l'intérieur, il doit y mettre toutes ses émotions. Voilà, donc l'expressionnisme, par exemple. Ou comme on sort, vous avez montré déjà l'impressionnisme la dernière, hein? L'expressionnisme. Oui, on sort qui, par exemple, trouve que
ils ont des têtes patibulaires, comme ça, ils leur paraissent tous aussi laids les uns que les autres, dans leur bêtise, dans leur conformisme, enfin, on va les avoir. Vive la sociale, du côté anarchiste, ni Dieu, ni maître. Ça, c'est un peu tendance fin de siècle. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme mouvement à la fin du siècle? Ah non. Parce que dans la fin du siècle, qu'est-ce qu'il y a comme mouvement? Oui, mais ça, on vient de le dire. Au milieu, à stade sur le 19e et 20e. Oui, l'art nouveau. Et l'art nouveau, c'est plutôt quoi comme une tendance? Ça? Bon? Plutôt symbolique. Oui, les nabis, et puis après ça, qu'est-ce qu'il y a? On a un peu quoi après? Les dadaïstes, voilà. Hein, et puis avant les dadaïstes, il y avait quand même juste avant-guerre quelque chose d'important. Le cubisme, bien sûr. Le cubisme avec tous l'orphisme, vous rappelez l'orphisme de Delaunay, le futurisme, hein, tous ces mouvements. Hein. Et enfin, on est arrivé à ce moment où le sujet, après avoir eu de moins en moins d'importance, à la fin, par exemple, Matisse, quand il représentait une bonne femme à la bourse, c'était, comme on dirait, un bonhomme, c'était au centre texte, ça représente Madame un tel ou Madame une autre telle. Donc, le sujet commençait par n'avoir plus d'importance pour enfin disparaître. Avec qui ça? Kandinsky et qui d'autre? Mondrian, oui.